Tout d'abord, pour résumer un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais depuis 3 ans? Comment est-ce que tu t'es fait connaître depuis le début de cette crise Covid, depuis 3 ans qu'on vit dans un monde qui a complètement changé? Ouais, alors en gros, j'ai depuis 2013 une chaîne YouTube qui comptait, avant il y a 3 ans, 60-70 000 abonnés. Et donc je donnais des informations de santé. Donc j'avais fait 300-400 vidéos autour de la santé. Parce que mon travail, c'était éducateur de santé, donc en consultation individuelle. Et puis également, j'enseignais dans des écoles de naturopathie, je faisais des conférences, des formations, etc. Et j'ai réalisé un premier film documentaire en 2019 sur le jeûne à la croisée des chemins. Et pour le mettre au cinéma, j'avais le rêve de fonder une maison d'édition. Je me suis dit, est-ce que je peux être à la fois distributeur et éditeur? Oui, dans les statuts. Et donc j'ai lancé cette maison d'édition, dont le premier livre, un livre qui s'appelle Les ondes de la 5G et la santé, en janvier 2020. Et donc, au mois de février-mars 2020, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Et là, je commence à faire des vidéos sur le système immunitaire, sur la santé, et puis de dire, attention aux informations, on n'est pas obligé de céder à la peur. Justement, toutes ces 400 vidéos que j'avais faites, je disais aux gens, appuyez-vous dessus. Et en fait, il y a des principes, quoi. Un système immunitaire affaibli, des défenses immunitaires basses, un déficit en vitamine D, en zinc, etc., conduit à avoir un terrain affaibli, à être plus vulnérable à ce qui pourrait tourner de manière extérieure, qu'on pourrait appeler microbes, virus, parasites. Donc ça, je fais ça dès février 2020. Premier confinement arrive, et là je dis que comment je peux faire. Donc je me positionne un peu plus, parce que c'est des sujets quand même que j'observe depuis longtemps, les géopolitiques, sans rentrer dans les détails, je m'intéresse beaucoup à ça depuis une vingtaine d'années. Et je me dis, je vais pouvoir utiliser le médium de l'édition pour pouvoir véhiculer des idées. Et là j'ai réédité en même temps le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, préfacé par Raoul Vaneigem, qui est un philosophe situationniste belge, qui a 88 ans, et également note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, qui sera ensuite préfacé par Étienne Chouard. Et donc pour dire, tout de suite, il faut de la nourriture intellectuelle. Donc ça, c'était au mois d'avril, parce que là, c'est par la servitude et par notre consentement qu'on est en train de faire effondrer l'état de droit et la libre circulation. Et après, immédiatement, pour moi, dans la santé, ça intègre aussi la santé mentale, le bien-être global, l'émotion de peur qui pétrifie et qui statufie les individus en les faisant possiblement abdiquer contre leur consentement. Eh bien, j'essayais de mettre ça en avant. Et puis pendant les confinements, j'allais dans les bois. Et puis tous les jours, je faisais des vidéos en expliquant un jour la respiration, un jour l'alimentation, un jour la gestion des émotions, un jour l'activité physique, pour dire renforcez votre terrain, n'ayez pas peur. Et puis naturellement, après, je me suis mis en lien avec des gens comme d'abord Louis Fouché, qui m'a demandé d'être premier lien, de coordonner Réinfo Santé. Et donc ça, c'était en octobre-novembre 2020. Et voilà, et puis on a fait une série de 6 interviews avec Louis. Qu'on peut retrouver où? Qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube. Il y en a quelques-unes qui ont été censurées. Voilà. Mais sinon, on les retrouve quand même sur ma chaîne YouTube. Donc, le nom de la chaîne, c'est laquelle? Fabien Moine, Exuvie TV. Donc voilà. Et qui est à la fois ma chaîne perso d'éditeur, puis également de tout ce que je fais dans l'édition. Et donc, Louis, ça a été une rencontre intéressante, parce qu'on avait échangé pas mal au téléphone. Lui, il s'intéressait à la santé naturelle. Moi, évidemment, je collabore avec des médecins depuis beaucoup de temps. Et puis, on se dit, tiens, on se fait une interview. On se dit, on se fait une interview de 3/4 d'heure, 1 heure en Zoom. Puis, c'est une interview qui a duré 6 heures. Donc, on l'a saucissé d'un suis parti. Puis, voilà, c'était... Et puis là, j'ai rejoint Réinfo, mais à travers l'aspect santé globale. Et donc voilà comment l'engagement s'est fait pour moi hyper naturellement, je dirais dès le départ, parce que les voyants se sont allumés chez beaucoup de gens qui s'informaient déjà de ce qui pouvait se passer, et qui avaient l'œil un petit peu hors de France et en dehors du confort médiatique mainstream, comme on peut dire. Comment on se rééduque à la bonne santé? Alors, la première chose, je parlais de culture, de s'ouvrir à autre chose. On a la santé par mimétisme, donc par héritage culturel, familial, systémique. Et puis en fait, c'est à quel point on va se pousser dans l'inconfort. Faire du sport, c'est chiant, faut sortir, faut transpirer, ça fait mal. Se frustrer au niveau de l'alimentation, quand ça devient un palliatif émotionnel, c'est chiant. Après, plutôt rester devant l'écran. Donc en fait, il faut avoir des gens autour de nous qui nous montrent que ça demande un effort et que notre libre arbitre est sollicité tout le temps. C'est pas de dire je dois être rigoriste,
On va dire, bah ouais, en fait, si je mange bien, par exemple, les jeunes maintenant qui font beaucoup de muscu, de fitness, ils appellent ça le cheat meal. Pas obligé de mettre un plat anglais pour dire, ouais, j'ai droit à un repas d'écart la semaine. Moi, par exemple, la façon dont j'éduque mon fils, je dis, ça, c'est la vraie nourriture. C'est ce qui sert pour nourrir les cellules. Mais il y a la nourriture plaisir. Mais tu ne peux pas prendre que de la nourriture plaisir et un petit peu de nourriture santé. Donc, prends la nourriture santé, et quand ton corps va bien, quand ta tête va bien, tu te fais plaisir. En gros, tu vas. Et par contre, si tu sens que ça te fait un effet secondaire, que tu n'es pas bien, tu as mal au ventre, tu mouches, tu craches, tes émotions sont un peu parce que voilà, tes hormones sont un peu déséquilibrées parce que tu manges trop peut-être d'additifs, de choses comme ça, c'est pas bon. En fait, c'est l'écoute de son corps. Donc c'est vraiment de l'éducation à la santé. C'est pour ça que j'ai plusieurs diplômes dans la santé, mais le titre que je préfère, c'est l'éducation à la santé, parce que la personne elle-même seule sait ce qui est bon pour elle, mais on doit l'éduquer à s'écouter. On a tellement de possibilités de distraction et d'influence qu'en définitive, on est plus en dehors de nous-mêmes qu'en nous-mêmes. Et que fuir cette distraction, et puis écouter son ressenti. Il y a plein de gens qui venaient en consultation me voir, me disaient « À chaque fois que je mange ça, ça fait ça. » Le mange plus. Oui, mais le professeur Intel, il disait que c'était bon. Oui, mais il n'est pas dans ton corps. Donc c'est apprendre à s'écouter, avoir des piliers fondamentaux de base de connaissances. Et moi, mon principe, c'est faire les choses bien à 75%. Dormir correctement, manger correctement, faire l'activité physique correctement, gérer correctement ses émotions. Ça ne veut pas dire être excellent, ni très bien, juste bien. Ça ne met pas la pression comme ça. Je fais des trucs cool, je fais un écart, je suis avec les copains, j'ai bu du rosé, j'ai fait la fête pendant 2-3 jours, on s'est retrouvés, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vus, on a fait la teuf, c'est pas grave. Mais avant, si tu savais, tu te fais une petite diète de 2-3 jours avant, puis tu vas reprendre tranquille après. Tu ne peux pas être tout le temps dans le plaisir, tu ne peux pas être tout le temps dans la jouissance et dans l'extérieur. Prépare ça comme un effort physique et récupère comme un effort physique, parce que c'est un effort physique que tu as demandé à ton corps. Et comme ça, tu ne te mets pas la pression, tu ne te culpabilises pas, tu ne te punis pas non plus, et ça te permet en plus, quand tu es en lien avec les autres, de faire passer des infos de santé, parce qu'ils ont vu que tu n'étais pas quelqu'un d'austère. Donc la conception de la santé, pour moi, c'est ça. Alors vu que la plupart d'entre nous, et de ceux qui nous écoutent, j'imagine, on est tous la plupart des citadins. On a tous vécu dans une vie très moderne, avec une nourriture très transformée. Bon, voilà, on a un vécu qui a des fondements de santé assez mauvais, au niveau de la nourriture, du sommeil, des ondes dans lesquelles on baigne, etc., etc. Puis passé un certain âge, beaucoup veulent retrouver la santé. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire pour se remettre dans une trajectoire de santé? Par quoi est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'il faut commencer, ou est-ce que tu suggères de commencer pour peut-être, je sais pas, se détoxifier, retrouver du dynamisme, rebooster son immunité? Il y a des fondamentaux peut-être qu'on connaît, mais qui seront bien de rappeler, et peut-être d'autres aspects que l'on connaît moins et que tu pourrais éventuellement nous partager. Alors il y a des gens, comme tu le dis, qui vont être pléthoriques, qui vont faire de l'excès, donc ceux-ci, la première chose, ce ne sera pas de faire, mais de défaire. Puis il y en a d'autres qui sont en manque, notamment de micronutriments, donc eux, il faudra faire. Donc déjà, regardez le profil, il y a des gens qui mangent bien, mais qui outre-mangent, qui grignotent et qui en plus picolent un peu, fument un peu. Donc voilà, tu te dis là c'est trop. Puis il y en a d'autres qui vont être dans je mange juste pour m'alimenter, puis je m'en fous. Donc là, eux, ils sont en carence profonde. Alors il y a des choses en fait qui ne vont pas demander à révolutionner. C'est de dire, par exemple, le gluten moderne, je précise parce que sinon je ne veux pas détailler dessus, il est inapte à la consommation humaine, point. Il n'y a même pas à discuter là-dessus, ça a tellement été trafiqué que ça crée des intolérances, des phénomènes d'intolérance alimentaire avec des gestions d'IgG, d'IgH, des anticorps, on va dire, qui parasitent on va dire, l'ensemble du métabolisme. Et donc, à ce niveau-là, c'est déjà de l'enlever. Il y a tellement de céréales avec lesquelles cuisiner qui sont bonnes aujourd'hui, et ça passe. Comme quoi? Vous avez le petit épeautre, vous avez le sarrasin, vous avez le quinoa, tous ces dérivés-là qui permettent d'avoir des palliatifs tout à fait confortables. Pour les produits laitiers, c'est au minimum enlever le lait de vache pasteurisé, au minimum du minimum, quoi. C'est le truc, on sait que c'est impropre à la consommation humaine, on n'a pas la lactase, l'enzyme pour digérer le lait correctement, c'est un aliment de croissance pour le veau, on a fini notre croissance, on n'est plus des veaux, la démonstration a été faite, la moitié de la population mondiale est intolérante au lactose, n'en boit pas, il n'y a pas de carence de calcium. Donc déjà, c'est dire, là, ça nous ces deux aliments qui nous congestionnent à fond. Supprimer le grignotage, ça sert à rien. En fait, on digère tout le temps, donc quand tu parlais de détoxination, on ne peut pas détoxifier par le fait. Si on est tout le temps en apport,
On n'a pas l'énergie nerveuse pour consacrer du temps à la détox. Donc enlever le grignotage et enlever le sucre raffiné et les aliments industriels. Donc là, ça paraît presque du bon sens. Et ben déjà là, on va remettre de la vie parce que je vais remettre des fruits, je vais remettre plus de légumes, je vais remettre des produits qui sont non transformés, bruts, comme des céréales brutes sans gluten, ou dans lesquels il y aura plus d'acides aminés, plus de protéines. Et puis on peut rajouter des éléments hyper nutritifs, qu'on peut appeler des super aliments, qui peuvent être par exemple les graines germées. Ils sont hyper ludiques à faire sur un coin de table. Ça germe en 3 jours. Si vous avez des enfants, ils adorent. Comme tu le dis, si on est citadin, ça nous ramène un petit peu de verdure dans la maison. Et là, on explose le potentiel nutritionnel et on a des choses qu'on n'a pas à quasiment 0 €. Si on a une petite centrifugeuse, on peut même faire des petits jus verts. Et là, c'est des petits shooters de micronutriments. Faire gaffe à l'eau qu'on boit, pas pour prendre l'eau du robinet, on achète un petit filtre à charbon qu'on met dans une carafe qui nous dépollue le truc, et puis on a de la bonne eau, on a des micronutriments, on commence à avoir plus de vie dans l'assiette avec des fruits et des légumes, des petits oléagineux comme les noix de Grenoble, les amandes, etc. Et puis ça roule, et puis petits poissons gras, macro sardines à rang, des œufs de qualité biologique, et déjà là on est franchement bien. Et c'est pas grandement frustrant. On ne parle pas de faire en jeûne, on ne parle pas de faire de jeûne intermittent, on ne parle pas d'austérité, je ne parle même pas de calories quand je parle de ça. Mais déjà ça, on va arriver à vraiment un mieux-être. Et puis après, l'activité physique, là par exemple, c'est la période idéale pour aller marcher. On va dans les bois, on prend un coup le RER, tac, on est tout de suite dans une forêt, on marche, on respire, on se pose, on prend justement des fruits, une petite gamelle, on fait un pique-nique, on revit, puis en ce moment-là, on va avoir d'autres discussions. Et puis on sera moins tenté par se resservir et tout parce qu'on n'est plus à la maison, de l'alcool, peut-être trop, et puis ça va bien. Et on y va comme ça, puis en fait c'est des cercles vertueux. Moi je me suis rendu compte quand j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient de multiples addictions en consultation, la clope, l'alcool, voire les joints, parfois même les antidépresseurs ou même d'autres drogues stimulantes ou les boissons, énergétiques, ces choses-là. Donc la personne, elle se dit, le mec il va me juger, il va me trancher la tête, quoi. Et je dis, donc, parmi ces 4-5 addictions, laquelle est la plus forte? Et la personne te la sort direct, parce que les gens sont pas bêtes. Je dis, tu la touches pas, je te demande même pas de réduire, t'enlèves les autres. J'ai pas eu une fois un échec. Pourquoi? Parce que je lui ai pas fait la morale. Je dis, tu la gardes, tu fumes ce que tu veux. Souvent c'était la clope qui était gardée. Les gens enlevaient le café, les gens... Aujourd'hui, combien de café tu en bois 6 par jour, combien sont importants? 3, en dessous c'est chaud. Parce qu'il y a le café avec les collègues, pour moi c'est important. Il y a le café avec ma femme, le matin on parle et tout, c'est important. Et puis l'autre à la pause de midi où je me détends, je fais le vide avant de repartir. Ok, mais les 3 autres, c'est déjà la moitié que tu enlèves. En fait, tu prends comme ça, et tu te rends compte que tu te mets pas en victime parce que tu n'es pas en train de te faire un procès. Tu es juste en l'expression de ton ressenti. Et moi je négociais jamais, et jamais les personnes sont revenues en arrière. Et je parlais de cercle vertueux, de la même façon que le toxique amène au toxique, le café amène la clope amène un alcool, etc., etc. Il y a des cercles vertueux. Donc en faisant ça, la personne, souvent l'addiction la plus forte c'était la clope, elle arrêtait d'elle-même, et du coup elle était hyper fière, parce que personne ne lui avait demandé, personne ne lui avait fait d'injonction, c'est elle-même qui avait choisi de diminuer puis d'arrêter. Et c'est souvent ce mécanisme-là. On a une société qui est beaucoup dans le jugement, dans l'injonction, les réseaux sociaux facilitent pas ça. C'est dur d'exister parce que tout le monde, pourquoi tu devrais faire ci, devrais faire ça. Moi, à chaque fois que je m'expose, t'as vu ta tronche, tu prétends faire la santé, mais là, j'ai pas dormi depuis 2 jours pour te faire une vidéo gratos. Et donc, bref, donc c'est tout le temps comme ça. Et donc, c'est dur de s'extraire de ça. Quelle félicité quand on arrive à faire quelque chose par nous-mêmes. On sait qu'être mauvais, on n'a pas besoin d'entendre nous dire, on sait que l'alcool c'est pas bon, on sait que la clope c'est pas bon, on sait que le manque d'activité physique c'est pas bon, on n'a pas besoin de se l'entendre dire. On a besoin de s'entendre que, ouais, c'est dur, qu'est-ce qui serait le plus facile pour toi? Et puis là, on nous enlève un poids. Et ça, c'est la vraie pédagogie pour moi. Alors justement, après cette base, il y a quoi? Il y a le jeûne, les compléments alimentaires. Est-ce que tu peux me parler de ces 2 aspects-là? C'est des choses qui sont assez maintenant développées sur Internet. On parle du jeûne assez facilement. Quels sont les intérêts? Quelles sont les limites? Et pareil, les compléments alimentaires. Quels sont les intérêts? Quelles sont les limites? Qu'est-ce que tu en penses? Les naturels, les synthétiques, lesquels il faut prendre, lesquels il faut éviter? Alors moi, de formation, je suis hygiéniste. Donc c'est la branche, on va dire, orthodoxe de la naturopathie. Voilà, j'assume, donc mon maître c'est Désiré Mérien.
qui a 88 ans aujourd'hui, qui est hygiéniste depuis les années 60, qui a accompagné 30 000 jeûneurs, qui a écrit une vingtaine de livres sur l'hygiénisme. Et voilà, c'est mon maître. D'ailleurs, c'est pour ça que je le réédite dans ma maison d'édition. Quelqu'un dont je suis très proche. Et justement, c'est la condition naturelle de l'humain, c'est la pleine santé, la bonne santé. Nous en avons été écartés par des mauvais choix, par les exemples que nous avions donnés précédemment. Donc pour moi, les compléments alimentaires, ça va être un palliatif à la condition que ça ne soit pas une urgence. Je vais mettre de côté l'urgence. De la manière dont j'ai présenté d'être éducateur de santé, c'est pour ramener la personne au bon sens, vers ce qui est bon et adapté pour elle. Et donc le jeûne peut en faire partie. Donc moi j'ai accompagné plus de 1000 personnes en jeûne, essentiellement à l'eau. Après avoir été formé par Désiré, j'ai formé des dizaines et des dizaines d'accompagnateurs de jeûne aussi. Donc ça paraît très protéiforme par rapport à ce que je fais. C'est pour moi la base de revenir à une essence, qu'elle soit d'information ou du corps. C'est pour se connaître, il faut aller aussi dans ces zones de profondeur, à la fois physiologiques mais également émotionnelles. Si on estime qu'on grignote, qu'on mange pour étouffer nos émotions, en supprimant l'alimentation en jeûnant, forcément ces émotions qu'on étouffe vont rejaillir. Et c'est pour moi, par les émotions mal gérées, qu'on tombe malade. C'est comme ça qu'on se stresse, c'est comme ça qu'on compense avec des addictions, c'est parce qu'il y a des trucs étouffés en nous. Et donc le jeûne me permet à la fois ça, donc j'accompagne des jeûnes avec une personne qui est formée en analyse transactionnelle, même si on ne fait pas de la thérapie sauvage, et puis qu'on laisse les émotions sortir, et qu'on constate ce travail d'élimination cellulaire à travers les émonctoires que sont les poumons, le foie, les intestins, la peau et les urines. Et donc ça sort, et comme je disais tout à l'heure, quand on enlève le grignotage, on donne plus de ressources énergétiques au corps pour qu'il ne soit plus dans la fonction assimilation, mais dans la fonction élimination. D'où le fait que les hygiénistes, nous prenons le jeûne au repos. Tranquille, on en fait trop tout le temps, toute la journée. Pose-toi, t'es chez toi, si tu es possible, va chez des amis à la campagne, prends des bouquins légers, fais des petites déambulations dans la nature, allonge-toi, bois des jus, bois de l'eau comme tu le sens, quelques jours, fais-toi accompagner si c'est plus, parce que ça reste quand même quelque chose qui est naturel, mais nous évoluons aujourd'hui dans un environnement naturel et nous mettons dans notre corps des choses non naturelles, mais ça fait partie du processus de la nature. Les enfants, les animaux jeûnent spontanément. Ils ne connaissent pas le jeûne. De la même façon que les animaux se purgent, ils n'ont pas de diplôme de plante médicinale. Et donc on accompagne ce mouvement-là, et c'est extrêmement vertueux. C'est pour ça que j'avais fait un film documentaire sur le jeûne en 2019, pour le mettre au cinéma, pour faire des débats, pour faire connaître cette pratique-là, dans lequel il y a des médecins, il y a des chirurgiens, des accompagnateurs de jeûne bien sûr, mais il y a le doyen de la faculté de médecine de Nice aussi, pour montrer qu'il y a une vraie coopération autour du jeûne, et que c'est pas quelque chose, c'est pas une élucubration, c'est quelque chose qui est éthéré. Non, c'est vraiment la physiologie. Et donc du coup, pour moi, c'est un outil de santé normal. Les compléments alimentaires, quand on parle de là, moi, ceux que je recommande, c'est les petits jus, les jus verts ou les graines germées. C'est-à-dire des compléments naturels qu'on crée, que l'on maîtrise, qui sont adaptés à nous. Bien sûr, pour des gens qui sont très carencés ou qui ont des petites décompensations, il faudra aller sur d'autres choses. Par exemple, des gens qui ont des déséquilibres hormonaux, peut-être que des suppléments en acides gras oméga 3 concentrés, adjuvés avec du zinc ou du manganèse, peu importe, voilà, je donne des exemples en porte-pièce, ça peut être bien. Mais dans l'hygiénisme, la notion de remède n'existe pas. Donc je préfère les mettre de côté quand je les ai recommandés. C'est-à-dire que prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du magnésium, du zinc, etc., de manière un petit peu trop importante ou... Trop chronique plutôt. Trop chronique. Ouais. Pour moi, c'est pas adapté parce que le vitamine D, expose-toi au soleil. Les acides gras, mange suffisamment de gras. Si on manque de soleil dans certains pays ou... Ah ça, si on dans certains pays. Alors, l'avantage, la nature est bien faite. Par exemple, les personnes subsahariennes stockent moins longtemps et moins la vitamine D, mais elles ont plus de soleil. Les personnes qui vivent vers les pôles dans les pays nordiques stockent plus longtemps la vitamine D, mais en ont moins. L'Académie de médecine avait dit qu'on était, qu'on était en France 80% carencés en vitamine D. Ouais. Est-ce qu'il faut reprendre la vitamine D? Et sous quelle forme? Oui, si on ne s'expose pas de manière naturelle. C'est-à-dire là, il faisait beau, hop, tu vas en t-shirt, tu exposes ton corps, et surtout, tu ne mets pas de détergif après, de savon abrasif. Donc c'est vrai que la plupart des gens sont carencés en vitamine D, et on l'a vu d'ailleurs pendant l'épisode Covid, où il y a beaucoup de gens qui faisaient des Covid tankés, parce que ils avaient une vitamine D dans les godasses, et tu les resupplémentais avec le zinc justement, ça remonte, d'où le fait que j'avais fait aussi des vidéos sur la vitamine D, mais en fait parce qu'on s'est extrait du contexte naturel, d'où le fait que l'hygiénisme c'est mimer les lois de la nature. Donc si tu t'extrais
des lois du vivant, il faut t'adapter, et si tu vis artificiellement, consomme des compléments alimentaires synthétiques, quand bien même ils seraient étiquetés naturels, ils sont quand même fabriqués de manière industrielle, pour t'équilibrer. Mais, on va dire, physiologiquement, naturellement, on ne devrait pas en avoir besoin. Donc ça, c'est l'idéal. Partant de là, il y a quand même une réduction de la teneur micronutritionnelle des aliments. On sait que dans les années 50, il y avait 20 fois plus d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux dans les végétaux. Aujourd'hui, on use les sols, on les rince, même en bio, on cueille précoce pour que ça soit bien stocké. Donc on use, on sélectionne aussi non pas pour la teneur nutritionnelle, mais pour la facilité à se stocker, à se conserver, à être bien dans les cagettes. Donc pas pour ça. Donc on a une déperdition micronutritionnelle et le stress fait qu'on est plus oxydé aussi. Donc il y a ce pragmatisme-là à avoir. Mais le message que je voudrais passer, c'est déjà remettez-vous dans un axe d'élan du vivant en circulation avec la nature. Buvez de la vraie eau, soyez au contact du soleil, ne soyez pas trop abrasif sur votre peau, ou pire, faites du brossage à sec, mais mettez pas de dessertif. C'est un ensemble de modes d'hygiène de vie. Et, comme je l'ai dit, le but, c'est pas de se faire mal et de jouer à la roulette russe ou de jeter une pièce en l'air. Et s'il y a besoin de compléments alimentaires de manière temporaire, oui. Si par contre vous devez faire de manière chronique, peut-être qu'il y a un souci, il faut vous poser une question sur l'ensemble de votre hygiène de vie. Mon discours est plutôt celui-là. Pareil, on ferme la porte à rien, mais on essaye de revenir quand même à une essence salutaire. Le jeûne, est-ce que c'est adapté, conseillé à tout le monde? Non, c'est parce que dès l'instant qu'on va toucher à la physiologie du corps, eh bien, on va mettre en mouvement des principes, notamment de détoxination. Comme j'ai parlé tout à l'heure des émonctoires, les gens qui ont des problèmes de reins, ça sera déconseillé. Des problèmes pulmonaires, ça sera déconseillé. Les problèmes de pathologie cardiaque aussi, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir plus de toxines concentrées dans le sang, donc le cœur va pulser plus vite pour les évacuer par les poumons, par les reins. Donc s'il y a une pathologie cardiovasculaire, c'est pas bon. Les gens qui ont des troubles du système nerveux avancé, Parkinson, Alzheimer, épilepsie, voilà, ce sont des choses à pas faire. Des syndromes de Gilbert très forts, donc c'est-à-dire anomalie au niveau génétique, au niveau du foie. Troubles psychiatriques, parce qu'il peut y avoir une décompensation aussi à ce niveau-là. Voilà, essentiellement, mais le but c'est vraiment pour ça de se faire accompagner. Il y a eu quand j'avais fait ce documentaire, je l'avais appelé Le jeûne à la croisée des chemins, parce que je voyais un engouement, puis des gens qui se disaient je te contradis que le jeûne, et ils faisaient quand même. Et ils pouvaient se mettre en danger, et parfois ils se mettaient en danger. Et c'était aussi de dire, là on doit faire la médecine intégrative, parce qu'on a besoin de tous communiquer. C'est-à-dire moi j'ai besoin du médecin, j'ai besoin des fois pour qu'ils me disent est-ce que cette personne-là, tu peux me dire si elle peut jeûner? Et donc fait des analyses médicales, le médecin dit tu peux jeûner. Ça c'est du bon boulot, c'est du vrai bon boulot. Mais on ne peut pas empêcher les gens de jeûner, donc c'était aussi un appel à la médecine de dire emparez-vous de cette question-là, qu'on fasse du vrai bon travail intelligent, de prévention, et puis d'accompagnement de non-mise en danger potentielle. Et c'est ce qui se produit. De plus en plus de médecins, moi j'ai formé beaucoup de médecins à l'accompagnement de jeunes, on me demande d'intervenir aussi auprès de médecins. Ils sont ouverts d'esprit pour travailler comme ça sur des... Alors c'est toujours pareil, on l'a vu avec la crise Covid, il y a quand même un dogme qui règne dans la médecine, donc c'est pas... mais ceux qui sont ouverts sont vraiment ouverts. Et d'ailleurs je remercie la crise Covid, je n'ai jamais échangé avec autant de médecins que depuis cette crise, c'est fantastique, d'où les projets de santé intégrative qui pullulent. Donc j'en suis ravi. Et donc oui, il y a beaucoup de médecins ouverts. En fait, ils voient les limites de leur pratique et eux-mêmes essayent. Il y a plein de gens curieux en fait. Souvent on me dit la médecine c'est nul. Je dis t'as pas le droit de dire ça. C'est interdit. Tu peux dire tel médecin est un salaud, tel médecin s'est perjuré, tel médecin est corrompu. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas amalgamer un groupe. C'est-à-dire tous les médias sont pourris. Ça veut dire que Nexus est pourri aussi? Non. Donc on peut pas amalgamer. Tu me dis les médias mainstream ou les médias de la télévision, je peux te dire ok. Tu me dis les médecins de plateau, je peux te dire ok. Mais tu peux pas me dire les médecins que je connais, qui font avec leur cœur, qu'enchis, qui sont harcelés par leurs ordres, qui sont démis de leurs fonctions, qui sont dénoncés par leurs collègues, ceux-là ils soignent leurs patients. Donc il y a plein de gens ouverts. Mais justement, c'est vrai que le Conseil de l'ordre des médecins s'abat sur ceux qui veulent essayer de faire différemment, et pas que sur les médecins. On voit aussi l'État, le ministère de la Santé, ou la Miviludes, Ouais. qui s'abat sur les naturopathes, certaines pratiques alternatives. Ouais. Toi-même, tu en as fait les frais. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 informations là-dessus? Le but, c'est vraiment on l'a vu déjà avec l'homéopathie. Ça donnait un premier signal,
c'est-à-dire que les homéopathes se sont fait dézinguer, il y a eu un truc médiatique, on a des rembourses, bah ouais, la charlatanerie de la médecine mise de côté, et comme ça c'était fait. Donc les homéopathes ont été pressurisés, les formations en homéopathie ont été bien investiguées, et puis en fait là il y a un déficit de confiance dans la médecine, puis surtout on est en train d'appauvrir volontairement la médecine, c'est-à-dire on ne forme plus assez de médecins, on dégoûte les médecins de lettres, on les sous-paye, on ferme des services, on ferme des hôpitaux, on ferme des lits, enfin bref, c'est une déliquescence complète. Donc les gens, de manière opportuniste, ils ne peuvent plus être soignés, donc ils vont vers les médecines dites alternatives ou complémentaires, ou parallèles. Mais ça manque à gagner quand même. Donc là, il faut bien comprendre que nous avons des ministres de la Santé qui sont greffés au lobby, et là c'est pas du complotisme, il y a juste à voir Madame Buzyn, les liens d'intérêt qu'elle a, ou alors les conflits d'intérêt d'une de ses prédécessrices, qui est encore ministre, Madame Bachelot, qui était carrément actionnaire dans un laboratoire où par le ministère de la Santé elle s'achetait. Donc on est dans une vaste corruption qui s'acoquine. Et donc du coup les médecines complémentaires sont pas là-dedans, donc il faut les faire tomber. De mon point de vue, j'ai eu plusieurs diffamations, que ce soit dans RTL, que ce soit dans Marianne, la presse locale, et puis là il y a dernièrement France Inter. Il y a 2 semaines, je crois, oui, avec Mivilude, que je serais un gourou sectaire. Et donc, France Inter est venu faire un reportage d'1h30 sur moi. Dans une conférence, on me disait que j'étais un gourou sectaire. Le titre de la conférence, c'était « La naturopathie et la médecine main dans la main ». Conférence publique gratuite. J'explique aux journalistes, je dis, en général, une secte, elle se cache, elle fait payer, et puis elle dit que c'est elle-même la seule solution. Donc, quand là, je dis médecine et naturopathie main dans la main, je peux dire que je n'ai pas la solution. Et donc il n'y a pas grand-chose, on essaie de diffamer, mais le but c'est vraiment faire toutes les têtes qui dépassent, plusieurs personnes qui en font les frais, pour dire amalgamer, derrière la naturopathie se cache peut-être la phytothérapie, l'aromathérapie. On est en train aussi d'interdire le yoga dans les écoles, qui arrive à s'installer. On est en train de dire que le yoga est une secte, c'est un truc de fou, mais de la même façon que la permaculture est mise sur surveillance des sectes, que le survivalisme aussi. Mais en gros, chaque élément ou approche qui vous ramène à vous, à une forme de souveraineté, de réappropriation et d'écoute, je misais sur l'écoute du corps tout à l'heure, eh bien ça c'est pas bien. N'écoutez pas votre corps, écoutez-nous, nous avons des traitements sûrs à 95% sûrs et efficaces, on sait comment vous protéger, on sait comment protéger les autres, on sait comment vous devez vous nourrir, on sait comment vous devez vous alimenter, faire ci, faire ça, vous occuper de votre santé. Le système immunitaire, il est meilleur artificiel que naturel. Ça a été changé dans les manuels de biologie de collège, et il y a 1 an. Et donc, ça, c'est un totalitarisme intellectuel. Et évidemment, toute forme de voix dissonante, personne n'a la vérité. Ce matin, j'ai fait une intervention, j'ai dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. Et pour moi, étalons nos connaissances, nos subjectivités, faisons confiance à la personne qui se confronte à ces informations, qui les recoupe, qui a du bon sens, puis qui va séparer le grain de l'ivraie. Elle va peut-être expérimenter, elle va voir qu'un truc ça marche, un truc ça marche pas. Quelque chose qui marche pas, ça survit pas. L'homéopathie, ça a plus de 200 ans. Ça marchait pas, ça serait tombé tout seul. C'est ce que je dis, si ça supporte pas l'épreuve du temps, c'est que c'est daubé, quoi. Et donc là, on en est là, une lutte, mais que d'un côté, quelque part. La plupart des naturopathes sont pour le fait de tendre vers une collaboration. C'est ce que je fais depuis des années. J'ai été formé par un biologiste. Je suis avec des médecins constamment, des infirmiers, des chirurgiens. Et c'est vraiment ça vers quoi ils tendent. Mais évidemment, le pouvoir, au moins le pouvoir économique, mais qui devient un pouvoir idéologique, c'est donné pour ordre de discréditer toute forme de dissensus. Alors ces deux jours à Saintes, on a pu se réunir avec beaucoup d'intervenants, il y a eu des tables rondes, il y a eu des échanges, beaucoup de partages. Tu en tires quel bilan? La joie. De toute façon, tu regardes dehors, les gens sortent avec le sourire. Et ça, c'est le premier indicateur de santé pour moi. C'est la joie. C'est clair. Donc là, je vois des gens joyeux, je vois des gens positifs, des gens qui ont envie d'eux. Moi, ce que j'ai ressenti, l'intention que j'avais mise en venant ici, c'était la célébration. C'est-à-dire quelle réussite d'avoir fait 100 rendez-vous hebdomadaires sur la science, en faisant justement se confronter des personnes qui ne se connaissaient peut-être pas au départ, qui peut-être n'avaient pas toujours le même point de vue, mais qui rentraient en dialogue, comme une agora scientifique. Ça, c'est formidable, c'est un travail de dingue. Il faut vraiment rendre hommage au Conseil scientifique indépendant. Donc pour moi, c'est une félicité et une exemplarité. Et puis, dans toutes ces interventions qu'il y a eu avec les politiques, les médias, la science, l'art, de voir qu'on peut refaire société autrement, dans la bienveillance, pas eu de problème, 1800 spectateurs,
petit bug technique, petit décalage, tout le monde s'en fout. Hier soir, ça a fini dans la joie, en musique. Bah ouais, on a fait les choses très sérieusement, mais on s'est pas pris au sérieux. Et moi, ça me regonfle, parce qu'on est tous pris dans nos projets, que ce soit les médias, que ce soit l'édition, que ce soit les chercheurs scientifiques, que ce soit les gens qui communiquent. C'est âpre, c'est dur quand on a quelque chose à cœur et puis que on est bloqué pour le faire. Puis le nerf de la guerre, c'est le pognon, on n'en a pas, donc on se démultiplie pour combler les postes. Donc on est fatigué, on est épuisé. Mais avec les tripes, on y va. Donc moi, c'est une immense gratitude de connaître toutes ces personnes-là, d'être en lien, et puis de voir que dans nos coins, puis des fois de manière synchrone, on arrive à créer des projets. Donc moi, c'est que du positif, mais pas une once de négatif. Et ça donne envie, justement, de multiplier ces approches-là et de montrer au grand public, regardez comme c'est possible de faire société. On voit des débats médiatiques, les gens se coupent la parole, ils s'écoutent même plus, ils n'écoutent même pas l'autre, en fait. Ils attendent de répondre quand l'autre aura interrompu son bruit. Ça n'a vraiment pas de sens. Et donc là, c'est des gens qui se sont écoutés. Les micros ont circulé et tout le monde était en lien avec le public. Les intervenants étaient disponibles pour être apostrophés, pour discuter. Ça, c'est le schéma horizontal et humble qu'il faut déployer pour avoir une société plus humaine et attentive et en dehors de la violence qui devient une norme. Quels sont pour finir, tes prochains projets? Là, tu viens de sortir un ouvrage qui s'appelle comment déjà? Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, sous-titré Fractal et chaos d'une société nouvelle. Où justement, c'est ce que je parlais là, on a besoin d'aller vers quelque chose qui est quand même plus humain. Pour moi, les soignants suspendus nous ont montré la voie. C'est-à-dire on est capable de tourner le dos à nos collègues, à notre famille, à notre revenu, ce qui corrompt quand même beaucoup de choses, l'argent, pour écouter cette petite voix intérieure qui nous dit il y a un truc qui merde, je ne suis pas en accord avec mes valeurs, et je vais en perdition, quoi. Donc j'ai essayé de faire une analyse un peu sociologique et anthropologique, de dire on est dans une initiation douloureuse avec nous-mêmes, et on doit s'agréger à un groupe, parce que l'humain est un être de lien. Les soignants suspendus, eux, se sont désagrégés, ils sont revenus seuls, ils se sont isolés avant de se regrouper avec le syndicat Liberté Santé, les collectifs unis, les essentiels, peu importe, des super initiatives. Et en fait, il y a soit l'abdication de cette souveraineté-là et on s'agrège à un groupe où le vrai virus, c'est le formalisme, le consensus mou, l'aspect normatif. Et puis le rite, ça sera de se faire injecter X ou Y fois ou d'avoir un QR code pour avoir droit d'être dans de ce groupe-là. Puis un autre groupe, on va dire, où c'est douloureux, c'est ce qu'on dit, c'est âpre, c'est le rituel, on accepte ça, mais on grandit. On grandit avec soi, on grandit avec l'autre, on est soutenu par l'autre, et on s'agrège à des petits groupes, là c'en est un, mais il y en aura plein d'autres en local, plein qui sont étoilés, et qui nous permettent de faire société autrement, et avec le courage et non la peur comme moteur. Ça c'est le principe du livre, et donc le prisme de lecture de ce chaos social, c'était les suspendus, que j'ai bien décortiqué à travers, ça fait 1 an maintenant que mon film Suspendu des soignants entre deux mondes tourne partout en France. On a fait 12 000 entrées en salle, en étant bien censuré aussi, avec des manifs, des gens qui bloquaient, des déprogrammations, des députés, des sénateurs, des élus qui interdisaient. Vaille que vaille, on y est allé. Et c'est passé partout. Tu ne nous laisses pas à droite, on va aller à gauche, tu ne laisses pas aller à gauche, on va reprendre une bifurcation par en dessous. Et on y est allé, et ça oui, c'est douloureux, c'est âpre tous les jours, mais pour moi c'est un rituel, et avec des rencontres incroyables, quand la personne te tape sur l'épaule en disant « je vais t'aider ». J'ai envie de t'aider, puis alors quand toi tu es en train d'être démoralisé, tu es regonflé. Et mes projets c'est ça, c'est d'essayer d'être en lien avec des gens qui ne communiquent plus mais qui communient. Et donc l'édition, je le vois comme ça, la transmission d'informations, je le vois comme ça, et c'est ce que je vais essayer de mettre ce petit opuscule qui montre un côté subtil et un peu essayer de mettre de la conscience dans ce chaos. Et pour moi il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de crise énergétique, il n'y a pas de crise climatique, il y a une crise spirituelle, c'est-à-dire de relation au vivant qui s'est complètement perdue, où on doit détruire énormément pour avoir un petit peu. Et donc, où sont nos valeurs, notre morale et notre sacré en nous? C'est le moment justement de se mettre en lien avec lui intérieur et de se mettre en lien avec les personnes qui ont des valeurs identiques et puis d'œuvrer ensemble. Merci beaucoup Fabien. Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement sur les réseaux? Alors j'ai 2 chaînes YouTube. La chaîne principale c'est Fabien Moine Exuvie TV. J'en ai une autre Exuvie Santé.
Voilà, où je publie quasiment toutes les semaines sur les deux. Puis le site de ma maison d'édition, exuvie.fr, exuvie.fr, où on retrouve tout un tas d'ouvrages. Là, comme ici, Vincent Pavant, Mehdi Belhadj-Kassem, le docteur Louis Fouché. Enfin voilà, tout un tas de personnes, et puis beaucoup d'autres sur des médecins, tout un tas de choses joyeuses dans la joie. Le message est passé. Merci beaucoup Fabien pour tes précieux témoignages, tes échanges, tes informations, et on espère te retrouver très bientôt. Avec plaisir. Merci à Nexus. Merci.